Professeur Didier Raoult, comment est-ce que les choses avancent sur le plan de l'épidémie? Oh, pour l'instant, ce que l'on voit, c'est que le nombre de cas nouveaux est plutôt stable. Ici, le nombre de cas en réanimation n'a pas explosé. Je pense que la situation est encore plus favorable dans son évolution en France. Donc, tant mieux si ça continue comme ça. Les choses se passeront bien. Il est possible que, d'ailleurs, l'immunité de la population, au moins sur ce que j'ai pu mesurer ici à Marseille, j'estime que peut-être entre 35 et 40% de la population a été infectée naturellement. Non pas basée sur les séros, la présence d'anticorps, mais sur l'extrapolation à partir des patients que l'on a diagnostiqués. Donc ça veut dire qu'on en reparlera, mais il y a une protection relative quand même par l'infection naturelle qui fait que la population entièrement sensible à ce virus, entre ça et une partie de la vaccination va diminuer et que donc le risque devrait diminuer au fur et à mesure. Voilà. Par ailleurs, les choses vont bien, je suis ravi. Le président de la République a pris à bras le corps avec le ministre de la Santé le problème de la séquence des virales auquel j'étais particulièrement motivé et donc nous a fait participer en nous permettant d'acheter la dernière machine la plus puissante de séquençage sur le marché, ce qui va nous permettre d'amplifier encore notre effort. Donc je suis très satisfait de ce rapport nouveau que nous sommes en train d'avoir de coopération sur des éléments qui me paraissent scientifiquement indispensables. Voilà. Concernant ces nouveaux variants, est-ce que les résultats que vous avez vous permettent de tirer de premières conclusions sur la présence de variants en France? Ce qui se passe en France, si vous voulez, ça c'est le tableau des variants que l'on a. Donc vous voyez, ça c'est le variant qu'on a appelé le variant 4, qui reste prédominant. Ça c'est le groupe des variants anglais, qui est là en rouge. Et puis ce que nous avons comme variants actuellement sont les variants, le variant 2 et le variant 8, qui prennent une importance plus grande que l'on trouve là dans la zone grise. Bientôt, on aura une identification précise de ça en même temps. Donc, on augmente beaucoup nos débits de génome et en même temps, on a des diagnostics spécifiques qui permettent de reconnaître particulièrement les variants. Il faudra même, à côté de la reconnaissance de ces variants, il faudra continuer à faire des génomes beaucoup pour détecter des mutations atypiques. Donc nous, moi je vous rappelle, on a été les premiers au monde, c'est sur notre site, depuis le 7 septembre, on a déposé un papier qu'on a eu beaucoup de mal à publier et qui pour l'instant n'est pas publié dans l'ensemble. Alors on a envoyé ça 2 fois à Eurosurveillance, qui nous a dit que ça ne servait à rien. À l'époque, personne ne regardait ce qu'était les variants Eurosurveillance, c'est le journal de l'European CDC. Comment ces gens ne se sont pas rendus compte que c'était important de regarder la variation de ces virus, c'est quelque chose qui est étonnant. Mais jusqu'à ce que les Anglais disent, mais écoutez, on a les variants anglais, est-ce qu'on parlait un peu dans le désert. Ça arrive, moi en tout cas, je ne suis pas choqué, parce que ça arrive souvent quand on est les premiers à trouver quelque chose ou à le rapporter, les gens ne s'y intéressent pas tellement. Mais c'est un élément pourtant très important, parce que certains de ces variants peuvent échapper aux stratégies vaccinales qui sont basées sur cette protéine spike. Alors il y en avait qui étaient trouvés, donc on pense que le variant sud-africain et le variant brésilien probablement échappent en partie aux vaccins qui ont été mis en place, alors même si c'est dit avec discrétion, mais là on voit il y a un préprint des États-Unis qui montre une autre mutation sur cette protéine qui est passée complètement inaperçue pendant quelques mois, qui dans le sud des États-Unis est en train d'atteindre jusqu'à 20% des cas des mutants actuellement diagnostiqués aux États-Unis. Donc ce qui montre que c'est un problème général de ce virus de voir apparaître des variants et des mutants. Donc ça doit amener, je pense, une réflexion de fond vaccinale. Moi, j'ai répété que je préférais les vaccins utilisant des souches complètes
plutôt que des vaccins basés sur un peptide qui est trop variable et sur lequel la pression ne va pas cesser d'augmenter. Et donc je continue à penser ça. Et d'autre part, nous, on a repéré dans notre propre banque de génome si cette position-là avait été retrouvée, et on l'a retrouvée, comme le décrivent maintenant les Américains, on les a retrouvés dans des... On n'y a pas fait une particulière attention parce que c'est des mutations qui apparaissent dans des branches différentes. Donc on ne sait pas pourquoi, il y a une pression de sélection qui se fait sur ce point particulier. Et donc, dans le Marseille 1, on l'a retrouvé, mais aussi on l'a retrouvé tardivement dans le premier variant qui est arrivé de Chine. Et donc on trouve cette mutation-là, qui est une mutation qui apparaît très importante dans la sensibilité ou la résistance à l'immunité donnée par le vaccin. Donc il faut surveiller ça de très près, parce que en particulier toute la protéine spike, il faut la regarder très très près, il faut faire beaucoup de séquences, parce qu'on risque de voir apparaître d'autres mutants qui seraient résistants au vaccin. Donc je pense que c'est un point très important. Mais d'où viennent tous ces mutants ? Alors, les coronavirus mutent comme tous les virus, mais à un rythme plus ou moins important. Il y a plusieurs choses que l'on identifie. D'une part, je l'ai dit, je l'ai redit plusieurs fois, les élevages de visons représentent un risque considérable parce que les épidémies s'y développent d'une manière extraordinaire, et donc on a le nombre de variants très significatifs issus de colonies de visons est considérable. Je regrette beaucoup, d'ailleurs je le redis, que nous n'ayons pas accès à la séquence française des visons qui est là depuis plusieurs semaines et auquel on n'a pas le droit d'avoir accès pour pouvoir travailler scientifiquement. Je considère que c'est une attitude anti-scientifique qui n'est pas acceptable. Donc je pense qu'on devrait l'avoir, pouvoir réfléchir comme les autres. Ce n'est pas des choses qu'on garde pour soi comme un petit trésor. Tout ça est malsain. Je rappelle que nous, toutes nos données sont en permanence sur notre site, et qu'à chaque fois qu'on écrit un article, on le met sur notre site de préprint pour que tout le monde puisse en profiter. Donc ça, c'est une source. La deuxième source incontestable, c'est le remdesivir. Donc les gens qui ont une immunodépression et qui ont reçu le remdesivir, un certain nombre d'entre eux ont présenté des mutations importantes. Nous, on a une personne dans ce cas, la seule qui a eu à la fois cette situation d'immunodépression très particulière, des lymphomes, et qui a eu du remdesivir. Très peu de gens ont eu du remdesivir à Marseille. Eh bien, on a observé 15 mutations qui sont apparues pendant la durée de son traitement. Donc, c'est un agent incroyablement mutagène. Donc, ça ne marche pas. Ça n'a pas arrêté la persistance virale. Deuxièmement, on a l'impression que globalement, quand on voit maintenant les gens qui ont des portages viraux qui dépassent 90 jours, que la plupart du temps, ils ont eu du remdesivir. Et le mécanisme pour lequel ils ont des portages chroniques, en tout cas celui que j'imagine, c'est qu'ils favorisent beaucoup les mutations. Et on le savait depuis 3 ans qu'ils favorisaient beaucoup les mutations des virus, et que ces virus mutants permettent d'échapper au mécanisme immunitaire, et donc de faire que le virus dure plus longtemps parce qu'il n'est pas éliminé par le corps. Et on a les évidences de l'association remdesivir plus anticorps contre le virus qui génère la mutation actuellement, qui est la mutation qu'on retrouve dans le virus anglais, dans le virus brésilien et dans le virus sud-américain. Donc c'est peut-être par hasard que, c'est publié tout ça, il suffit de lire la littérature, c'est peut-être par hasard qu'on a trouvé chez les gens qui avaient du remdesivir ces mutations en cours de traitement, et que ces virus avec ces mutations ont émergé, mais c'est pas sûr que ce soit par hasard. Donc, en tout cas, c'est la source de mutants qui porte cette mutation précisément dans cette zone-là, zone 501. Et actuellement, il y a 3 épidémies qui succèdent au Brésil, en Afrique du Sud et en Angleterre, dans des endroits où on a utilisé le remdesivir. Et il est bien possible que la source de ces épidémies soit liée à des mutants générés par l'usage d'agents mutagènes, dont le remdesivir.
Est-ce qu'on connaît mieux le risque de réinfection qu'un patient qui a une première fois le virus? Oui, alors ça c'est plutôt dans les choses, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais qui va pour moi avec l'idée qu'il faut probablement, et peut-être que les gens de Sanofi auront cette stratégie, j'en sais rien, en tout cas il faut probablement faire plus du vaccin traditionnel que du vaccin moléculaire, en tout cas c'est mon avis, parce que maintenant on peut estimer le risque de réinfection dans les 6 à 8 mois. Après une infection, on a une banque de données suffisamment importante, on a testé tellement de gens qu'on sait qui était affecté 6 mois avant, et donc on peut estimer que le risque de réinfection avec un nouveau variant se situe entre 1 et 2%. Ce qui veut dire c'est que la première infection, au moins dans les 6 premiers mois, est protectrice dans 98 à 99% des cas. C'est bien, c'est la première fois que, de mon point de vue, on peut évaluer réellement ce qu'est la protection naturelle obtenue après une infection par ce virus et vis-à-vis de ces variants. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça m'incite plutôt à encourager les gens qui font des vaccins, avec qui j'ai pas de relation, de conflit d'intérêts, mais en tout cas, je les encourage à faire du vaccin traditionnel, c'est-à-dire des virus inactivés, des soupes de virus inactivées, parce que la défense naturelle ne se fait pas que contre la spike, elle se fait aussi contre les autres protéines, et une protection plus large de cette nature-là a plus de chances d'être efficace. Mais encore une fois, le fait qu'une grande partie de la population ait été déjà infectés, que par ailleurs, pour des raisons qui sont mal comprises, il y a une partie de la population qui est résistante naturellement à ce virus. La proportion est pas très claire, mais peut-être 20 à 30% des gens qui ont une résistance naturelle à ce virus, plus ici à Marseille, peut-être 30 à 40% qui ont été infectés par le virus. Ça veut dire que la population sensible a diminué d'une manière très très significative et que le risque d'explosion épidémique est relativement modeste, y compris avec un variant nouveau, compte tenu du fait qu'on ne voit pas, il n'y a pas la même fréquence d'infection avec les variants nouveaux chez les gens qui n'ont jamais été infectés que chez les gens qui ont été infectés. Donc, il y a une relative protection, au moins pendant quelques mois, et il est vraisemblable que ça se passera probablement comme les autres infections, comme la grippe, où, bien sûr, cette immunité ne durera pas éternellement, mais elle protégera pendant un certain temps. Donc on devrait plutôt aller, si l'association de ces différents éléments devrait plutôt amener sur le fait qu'on va voir, et on va continuer à voir apparaître des variants, mais que notre passé sur un an devrait protéger relativement la population dans laquelle ça a déjà beaucoup sévi. Merci beaucoup.